Beer basket. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission après cette 20e journée. Et oui, déjà 20 journées de passer du côté de l'Euroleague. On a pas mal de choses à discuter, notamment un petit débat sur l'actualité de l'Euroleague dans son ensemble, vous allez voir. Pour m'accompagner, il est là, il est bien là, le graphiste fou, l'homme de Bretagne, l'homme qui cale des triples-doubles dimanche matin dans sa contrée. Damien, comment ça va? Écoute, ça va. Je cale des triples doubles, mais j'ai toujours le tendon d'Achille qui pique derrière. Mais non, ça va. Content d'être avec toi, mon petit Romain. Nickel. On va attaquer avec un petit tour de news comme on en a l'habitude. Ça commence par une mauvaise nouvelle, la blessure d'Isaiah Taylor du côté du Zalgiris. Il est arrivé pour compenser la blessure de Keenan Evans, on le sait. Et malheureusement, dans un match du championnat, il s'est Oui. blessé. Alors ça a l'air d'être la cuisse ou un Ah ouais. tendon au niveau de la cuisse. Ouais, il se tient à l'arrière de la cuisse sur un drive anodin. Il est en tête de raquette derrière le. Il est même pas en train d'accélérer en fait. Il pose un appui, il va pour crosser. En fait, il y a sa cuisse qui est restée à droite, lui il partait à gauche et là il s'écroule. Il a fallu qu'il soit porté à l'extérieur du terrain par ses coéquipiers. Sacré poisse quand même pour le Žalgiris. Sacré poisse, et ils vont devoir faire sans lui pendant 3 semaines. Ça a été C'est ça. communiqué dans la journée. Donc voilà, ce petit problème donc qui, alors dans l'article, il parle du tendon. Donc j'imagine que c'est un tendon au niveau de la cuisse, parce qu'effectivement, on a bien vu où il se tenait. Grosse poisse pour le Zalgiris qui tourne bien en Euroleague avec une belle victoire contre Zvezda. Ils vont faire 100, ils vont plutôt se pencher sur le Cavicius et peut-être faire confiance enfin à Giedraitis. Là, 3 semaines, ils vont peut-être pas reprendre quelqu'un. C'est pénible quand même parce que c'était vraiment le renfort pour la main, un peu d'aide pour Ulanovas avec Polonara. Et suit quand même 3 semaines pour le Žalgiris. Je sais pas, oui, je pense qu'ils vont attendre. Ils vont pas non plus sortir encore des millions de je sais pas où. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Puis il y aurait quoi sur le marché? Napier? Napier, justement, on va y venir, très belle transition. Le club, on en avait déjà parlé, avait beaucoup hésité avant de prendre donc Taylor. Beaucoup d'incertitudes autour de Napier qui n'avait pas joué. Et finalement, il y a un club qui va probablement, c'est dans les tuyaux et ça devrait sortir, ou ce sera même peut-être sorti quand la vidéo sera publiée. Le Panathinaikos a enfin trouvé un joueur, c'est ce qu'a déclaré Dejan Radonjic, et ce serait Shabazz Napier qui est plutôt correct en G-League, je crois que c'est aux alentours de 15 points de moyenne. Donc en tout cas, on sait qu'il rejoue, on sait qu'il est C'est ça. capable de jouer, et il devrait refaire surface en Europe du côté du Pana. Ça te branche ou le fit est pas C'est incroyable? un peu tard. C'est l'année dernière que j'avais dans ma Fantasy League avec vous les copains. C'est C'est un vrai. peu tard pour Shabazz. Non, non, content quoi qu'il arrive de le voir arriver. Alors en Euroleague, oui. Au Pana, je ne sais pas encore. Je demande à voir. Va quand même falloir qu'il se farcisse notre ami Bacon. Donc, euh, donc à voir. Mais non, non, ça fait plaisir de voir ça reste un joueur de talent en Euroleague. On verra ça. Il joue du côté des Capitanes, donc la franchise qui est au Mexique. 14 points, quasiment 3 rebonds et 4,5 passes de moyenne. On verra donc son adaptation après son année manquée du côté du Zénith. Une info, un probable départ, c'est une des nouvelles qui est tombée dans la journée. C'est les journalistes de AS qui l'ont rapporté. Pierre Henry, qui est arrivé au mois d'octobre du côté de Baskonia, pourrait déjà repartir. Ça a l'air d'être un petit peu bizarre comme affaire. On annonce que le joueur est blessé, c'est la raison officielle, mais se cacherait une autre raison un peu plus sombre, sans que ce soit révélé, mais qui pousserait Pierre Henry vers un départ. Le club serait déjà à la recherche d'un remplaçant. Difficile à comprendre cette news, Damien.
Bah ouais, ça ressemble à une vieille histoire du Maccabi entre les Américains et le reste du club. Je sais pas, ouais, comme tu dis, c'est quelque chose de sombre. Euh, et puis c'est grosse déception de mon côté. J'avais adoré son année au Fener. Je l'avais trouvé hyper intéressant des deux côtés du terrain, surtout quand il y a eu la blessure de Nando et de Vezeli. J'étais hyper content de le retrouver dans une équipe de Baskonia qui est ultra sexy. Et là, c'est un peu la douche froide, quoi. Je sais pas quoi en penser, surtout qu'il y a vraiment pas d'infos qui ont circulé. J'ai fouillé un petit peu. Euh, ouais. Et du coup, je l'ai pas vu sur les matchs, sur le match de la 20e journée. Donc, ouais, un peu déçu et ouais, inquiet. Oui, je comprends pas non plus vraiment cette info et cette volonté de s'en séparer ou de lui de partir. On verra, c'est pareil, il va falloir sonder le marché, regarder les quelques noms qu'il y a de dispo. Euh, Difficile période pour Baskonia, je crois qu'ils sont à 4 défaites de suite. C'est ça. L'histoire avec Pierre Henry. Compliqué, un petit peu pour Penaroya et sa troupe. Avant-dernière info, la blessure de Lorenzo Brown, ça a été live tweet durant la journée, il s'est blessé à la cheville et on a du coup la durée de l'indisponibilité. Il est out 3 à 4 semaines. Voilà, les séquelles du match contre Berlin, remporté brillamment par le Maccabi avec un Wade Baldwin record. Vous l'avez vu sur Twitter. Il est MVP de la journée, 35 dévals et 33 points. Mais du coup, son coéquipier américano-espagnol est écarté des terrains. Ça, c'est dommage, ça pour eux, puisqu'il est Ouais, globalement un petit peu le leader de l'équipe. c'est clair, c'est rude et surtout qu'en plus, il était dans des rumeurs aussi déjà pour la saison prochaine de clubs qui seraient intéressés parce qu'il a une toute petite clause, un buyout d'1 million, je crois, 1 million, ce qui est, exactement. ce qui est négligeable pour des équipes comme le Real, par exemple. Coaches. Mhm. Euh, ouais, c'est triste parce que voilà, dans cette saison du Maccabi, comme on peut l'appeler parfois en off, ça fait un trou à la main et ça veut dire qu'il va falloir responsabiliser des feux follets comme Baldwin, mais qui peut se trouver un match sur deux, voire deux matchs sur trois, même si là ça a marqué dur avec son carrière high cette semaine. Je sais pas, c'est ouais, triste pour Lorenzo. Toujours dans ce marasme du Maccabi, Darwin Hilliard joue un petit peu, les mecs sont pas très constants, mais bon, ils vont devoir se passer de l'americano-espagnol, j'adore le rappeler. Dernière info qui touche un Français, alors là c'est pareil, zone d'ombre. Adrien Moerman a été coupé par Monaco, ça c'est acté, ça a été annoncé en plein milieu de la 20e journée de l'Euroleague. Un temps espéré du côté d'Obradoiro avec Léo Westermann. Là, ça aurait ravivé mes souvenirs de fan du CSP. Et finalement, est arrivé par la voie de West France, je crois, et de Théo Quintard, la destination un peu plus exotique, si je peux l'appeler comme ça, du Zénith Saint-Pétersbourg, et non pas donc Léo Westermann, mais Thomas Hurtel comme futur potentiel coéquipier. Pas convaincu, on est d'accord? On est d'accord. Je sais Après, pas. on va pas lui Ouais. en vouloir, évidemment, c'est des choix de carrière sur des contrats qui peuvent mettre à l'abri la famille, mais sportivement, nous, ça nous convainc pas. Ouais, pas de compétition européenne. Alors après, le Zénith, ça reste une grosse écurie, Xavi Pascual. Potentiellement, ça peut être l'occasion de travailler avec un grand coach et puis de rebondir la saison prochaine. Je sais pas quelle est la nature du contrat, mais, euh, mais en tout cas, bon, le principal, c'est qu'il trouve du ballon. On lui souhaite tous de pouvoir artiller avec les passes D de Thomas. C'est le principal. Après, voilà, comme tu dis, Monaco était déjà pas super bien fourni. Chima arrive, mais Moerman part. Donc, bon, voilà, à voir. Moneke qui devrait potentiellement jouer lors de la 21e journée pour Monaco. Et effectivement, ce qu'on souhaite à Adrien Moerman, c'est de retrouver les parquets et de tout simplement jouer. Ça nous rappellera les dires d'un autre copain qui a retrouvé les parquets du côté de Cholet. Mon petit Damien, on va faire un petit point sur les résultats de cette 20e journée. Je vais rapidement les dire. Tu vas nous parler d'un match qui t'a plu et moi j'enchaînerai avec le mien et on fait ça rapidement. Du coup, le jeudi, on a eu le droit à la victoire du Fenerbahçe contre Monaco 98-94 après prolongation. Le Maccabi s'est donc imposé, on en a parlé
parlé, 87-74 contre l'Alba Berlin. La Virtus continue de mieux aller, on va dire. Victoire 74-64 contre le Panathinaikos. Barcelone gagne à l'extérieur du côté de Vitorias 85-78. Valence piège le Partizan, pardon. On l'avait plus ou moins senti. Ils sont fait piéger les gars d'Obradovic 89-81. L'Anadolu, pareil, on sentait un petit peu venir le rythme de Sénateur. Ils sont encore fait piéger par le Bayern 89-81 pour les Allemands. Le Zalgiris dans sa Zalgirio Arena imprenable a fait tomber l'Étoile Rouge 71-66. L'Olympiakos dans un match rude a gagné contre le Real 73-60. Et l'Asvel dans le derby des mal classés et du fin fond de la classe s'est débarrassé de Milan 79-73. Damien, toi, un des matchs qui t'a marqué, c'est la performance du Bayern contre l'Anadolu avec un homme qui est définitivement dans la Notre catégorie papa à chouchou, tous. ouais. Notre papa, C'est catégorie papa clair. de l'équipe. Avec ses pull-ups, ses feintes de papy, c'est incroyable. L'hygiène de vie, dirait Romu, de notre Othello Hunter national, presque. Non, c'est cool de voir le Bayern climatiser l'Anadolu. Parce que bon, voilà, hormis Clyburn, je suis pas plus fan que ça. Et là, il fait un énorme match, hein. Il est à 18 points, 9 rebonds. En plus, le Bayern qui était mené sur tout le début de rencontre en troisième quart, pardon, en prendre 16 points d'avance l'Anadolu. Et au final, il leur colle un 16-0 sur le dernier quart. Donc voilà, petit hold-up du Bayern. On n'est pas mécontent parce que avec les résultats du club allemand, c'était un peu tristounet, ces matchs de Trinkiri. Et là, Othello Hunter qui calme l'Anadolu avec un tout petit match de Will Clyburn, qui finit à 4 points, je sais plus exactement, 4 points, 4 rebonds, une passe, point. C'est rare de voir un C'est rare. Clyburn comme ça. Très très rare pour être souligné. Mais du coup, ben, l'Anadolu se fait encore avoir. La machine est un peu en rodage. Et ils sortent du top 8 avec un bilan de 10 victoires, 10 défaites, dépassé par le Maccabi de Tel Aviv qui, du coup, s'est imposé comme on a pu le dire. De mon côté, j'allais parler de l'Olympiakos contre le Real, le duel des premiers. Finalement, je vais opter pour un autre match. Allez. L'Olympiakos Real, ça s'est joué vraiment sur du rude. Ça a été un combat réellement de gladiateurs avec un match à la grecque des années 2010. Petit score, petites évals, gros combat physique. Ils l'ont imposé au Real qui n'a pas trouvé de solution. Chux Matteo est visé en premier. Et donc, je vais partir sur le match du Žalgiris Kaunas contre Zvezda. Une vraie belle démonstration encore de Max Vitis et de son équipe. Surtout pour vraiment souligner la performance d'Ulanovas, qui est un capitaine incroyable dans cette équipe. Ultra Euh, clutch. Au moment où Zvezda était devant, c'est lui qui va faire le rush. Il y a d'abord un tir de Dimsa qui est ultra précieux dans ce rôle de sniper, qui ramène les équipes à égalité. Et puis d'un coup, Ulanovas, en bon capitaine, prend 2 tirs à 3 points ultra décisifs pour le Žalgiris Kaunas. Un collectif vraiment sur des garçons du cru, lituaniens, qui joue avec beaucoup de cœur et une défense qui a complètement lock les joueurs de Zvezda en fin de rencontre. Vraiment beaucoup de bonnes choses à dire sur une équipe que personne n'attendait là. Aucun spécialiste ne les voyait aussi haut en début de saison. Et pourtant, ils font vraiment déjouer tous les pronostics. Avec un Achille Polonara aussi qui a eu un gros passage, un gros coup de chaud dans le deuxième quart-temps. Vraiment magnifique. Donc, si vous avez l'occasion de revoir ce match, allez-y. Il y a plein de bonnes choses à voir. Et surtout, bah, évidemment, une ambiance de folie. Je passe le bonjour à un copain qui était invité du côté de la Zalgiris, la Zalgirio Arena. Donc voilà, un super match à revoir. Ouais, et puis je me posais une question, parce que là, il faut s'arrêter sur le classement. Chez l'Algérie est cinquième. Alors oui, on est qu'à la 20e journée, il nous reste une quinzaine de matchs.
avant les playoffs. Est-ce que tu penses que de l'annonce du coup du Final Four à Kaunas, est-ce que tu penses que ça a un vrai impact sur la motivation de Kaunas de Žalgiris pour péter cette année en fait, pour garder cette dynamique? Alors, j'imagine que les garçons peuvent y penser, surtout que, comme je l'ai dit, c'est une équipe composée de beaucoup de joueurs lituaniens. Le coach, c'est l'ancien coach de la sélection. Donc, forcément, il doit y avoir un affect très fort dans une salle où l'année dernière, on l'a vu, l'équipe ne tournait pas bien et pourtant les supporters étaient là. Alors là, on imagine bien que l'équipe tourne, donc en plus, les gens sont complètement fous d'amour pour cette équipe. Donc, je pense effectivement que ça peut y jouer. Même si ils ont déjà ça en eux. Enfin, ça se voit depuis le début de saison, Hmm. ils jouent avec beaucoup de fierté. Ils veulent rendre leurs fans vraiment très heureux. Donc non, ça peut y jouer. Effectivement, se dire qu'il y a quelque chose à faire à la maison au cas où ça joue le Final Four. Va falloir faire attention au calendrier qui là est très Oui. très chargé. Il y a de l'Anadolu, du Partizan, de Vitoria, Real Barça sur les prochaines dates. Donc effectivement, il faudra faire attention. Mais je t'avoue que ce matin, et là le classement le confirme, j'étais en train de me dire en regardant le match, ah quand même, j'aimerais bien voir un petit Barça Zalgiris en play-off. Il serait pas bon à prendre, il pourrait les faire tomber. C'est Et là, je ça? vois le classement 4-5. Barcelone 4, Zalgiris 5. Donc pour l'instant, tout coïncide. J'espère que ça tiendra parce que je veux voir cette affiche en play-off et j'aimerais tellement, alors c'est méchant, mais j'aimerais tellement voir le Zalgiris taper le Barça de Saras dans une Zalgirio pleine à craquer en feu vert. Ça serait incroyable. Incroyable. Moi aussi. Et c'est pour ça que je me suis penché moi sur Barcelone-Basconia. Ou Basconia-Barcelone, pardon. Oui, Baskonia-Barcelone. Oui, et en fait, ça a été la grande déception parce que Howard a pas existé du match. Le peu de fois où il a vraiment essayé, il a été complètement bloqué par Kalinic. Et puis le match m'a mis de mauvaise humeur tout de suite. Je crois que Barça fait 5 sur 5 à 3 points. Kalinic doit en mettre 2, En début de Mirotic match, en met c'est un. incroyable, hein. Ça tombe de partout. Il rideau quasiment d'entrée. Ouais, et puis quand ils en ont eu marre de shooter, la pro a commencé à driver. Donc ça a été très dur pour Baskonia qui s'est accroché, mais sans les shooters. Et du coup, ça a été hyper dur. Kotsar fait pas un mauvais match. Il a été appliqué, il a fait parler les muscles un petit peu. On a eu donc Marcus Howard qui passe au travers. Le seul 3 points qu'il met, il le met à la fin. Il fait 1 sur 7. Donc c'était vraiment moche. Mathieu Costello a pas eu l'apport habituel. Giedraitis est dans ses habitudes, un peu moyen, mais en tout cas, il était présent. Dalton Holmes, j'ai cru à un moment qu'il allait prendre feu et qu'il allait faire le relais de Ward, mais au final, voilà, il a eu juste un bon passage avec 2 tirs à 3 et 2 paniers. Il finit à 12 points pour 17 déballes. L'homme du match, ça a été Sedekarskis. C'est lui qui vraiment a tenu la baraque. 16 points, il fait 5 sur 7 à 2 points, il met 3 points, il met ses lancers francs, 6 rebonds, une passe, une interception, il finit à 23 déballes. Ça a été vraiment le seul qui a permis à Baskonia d'y croire et de se dire que il tenait la baraque en attendant qu'Howard reprenne feu. Et non, en fait, le Barça a joué sérieux. On n'a pas vu Mirotic finit meilleure évaluation du match côté Barcelone, mais complètement en sous-marin. Il fait 1 sur 5 à 3 points. Il a mis que le premier au début du match, mais 15 points, 6 rebonds, du Mirotic qui pousse pas trop, comme d'habitude. Satoransky nous a fait une béconne un peu sur la fin du match. On l'avait pas vu du game, et puis il a profité de la fatigue de Baskonia pour planter. Voilà, c'était un match ouais, globalement nul, ou moyen en tout cas. Non, mais c'est vrai, j'étais déçu. Du coup, je m'attendais soit à ce que le Barça roule, de l'absence notamment de Pierre-Henry, soit que voilà, Baskonia fasse du Baskonia avec un gros volume à 3 points, et que les Kotsar et autres intérieurs là, prennent les rebonds et finissent. J'espérais une vraie surprise avec Barcelone, avec une défaite de Barcelone, mais bon, tant pis. Euh, je vais essayer la prochaine fois pour pouvoir Howard en mettre 5 ou 6 à 3 points et enflammer le public.
Peut-être dès la semaine prochaine. Au niveau des matchs, on a fini nos petits débriefs. On va passer à une discussion, à un petit débat entre nous. Ça fait pas mal de bruit depuis un certain temps. C'est un sujet qui revient de plus en plus. Tout d'abord, on l'a vu sur la plateforme, donc Squeak interviewé. On va parler de Marshall Glickman, le PDG de l'Euroleague, cet homme qui il fait grincer quelques dents et en même temps il a l'air de vouloir créer une nouvelle dynamique dans cette Euroleague. On va parler du format de cette compétition qu'on adore. Euh, j'ai pris en support donc les déclarations de Glickman sur un article de Basket News, mais j'ai aussi pris le dernier magazine basket de la part de Yann Casville et de ses équipes, où il y a un sujet qui s'appelle À quoi ressemblera l'Euroleague de demain euh, et où on a plein de petits indices sur ce qui se prépare dans les mois, semaines, années à venir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc Marshall Glickman est un ancien dirigeant NBA. Il faut le dire, c'est un ancien dirigeant. Il était au Portland Trail Blazers. Donc, déjà, on a une première idée sur qui est ce monsieur. Le président est Dejan Bodiroga, qui a pris la succession de Papy Gâteux, qui du coup a tiré sa révérence. Et tout de suite, dans l'article de Basket Le Mag, ce qui ressort, c'est Glickman sait dans quoi il arrive. Il sait que de toute façon, il va devoir jouer avec les différentes cultures, les différences économiques et toutes les sphères politiques qui sont différentes d'un pays à l'autre. Donc déjà, il connaît le contexte, il sait dans quoi il s'embarque. Euh, D'un autre côté, lui veut amener une audience beaucoup plus jeune, il le dit, il veut se tourner vers la jeunesse, et notamment en changeant le style de communication. Il veut être beaucoup plus proche des histoires des joueurs. On en a parlé. S'approcher un petit peu de ce qui se fait pour du foot US, rentrer un peu plus dans le vestiaire. Et dans l'article, c'est dit, de ses propres mots, décortiquer les styles vestimentaires, les relations amoureuses. Donc il y a aussi un œil un petit peu intrusif qui veut s'amener dans la vision de Glickman. Pour ce qui est de la compétition, euh, on part concrètement vers une augmentation des équipes, ce que beaucoup demandaient d'ailleurs depuis un certain temps. Euh, il pense à une délocalisation d'un match. Voilà. Donc, il y a plusieurs destinations qui ont été évoquées, cette fois-ci dans l'entretien qu'il a donné à Basket News. Ça parle de New York, ça parle de Tokyo, mais aussi de Mumbai. Et l'objectif, c'est qu'il faut faire du bruit. Il faut faire parler de l'Euroleague. Ça, c'est un bon point. On est d'accord là-dessus. Euh, et il a ciblé une des faiblesses de l'Euroleague, c'est d'être un peu partout sur des petits marchés, mais être quasiment absent sur des gros marchés. Et là, on arrive sur forcément les premiers bruits des équipes qui pourraient rejoindre la compétition dans cette extension avec Paris, avec Londres, pourquoi pas Dubaï, comme ça a été dit à un certain moment. Mais pour lui, augmenter le quota d'équipes, c'est inévitable. Euh, et il dit qu'il faut faire attention au calendrier avec la FIBA. Ils sont en discussion avec la FIBA, ils sont en discussion avec la NBA. Ils veulent trouver une solution, ça c'est dit. Mais pour lui, augmenter le nombre d'équipes va aussi faire intervenir un changement de calendrier dans leur propre compétition. Ils peuvent pas rajouter trop de journées, sinon ça devient ingérable. Et donc, il soumet l'idée d'un système de conférences. Voilà, il y aurait deux conférences avec 24 équipes. Voilà. Au total, des équipes, donc ça ferait 12-12, j'imagine. Et il y aurait un système un peu comme en NBA où on joue plein d'équipes de sa conférence et quelques-unes de l'autre conférence. Et on essaie de se débrouiller avec ça. Il y a déjà quasiment une dizaine de demandes pour avoir euh, une licence permanente en Euroleague. Deux projets à Paris. Le Paris Basket, une évidence, on le savait. Et un autre, pour l'instant, on ne sait pas lequel.
Ça nous laisse encore le choix entre Nanterre et Levallois. Peut-être du côté de Levallois du coup. Voilà. Londres veut absolument intégrer l'Euroleague le plus rapidement possible, c'est ce qui est dit. Monaco, s'ils veulent une licence, il faut une nouvelle salle. Ils sont en train de travailler dessus. Il ne veut pas toucher aux champions de l'Eurocup. L'Eurocup donnera toujours un ticket vers l'Euroleague. Glickman est aussi intéressé par un potentiel play-in pour augmenter la fin de saison, augmenter le nombre d'équipes potentiellement en play-off. Donc il veut s'inspirer de la NBA pour ça. Il veut un retour du All-Star Game version Euroleague. Et il est fan du Final Four. Pour lui, c'est la meilleure des méthodes. En plus, c'est un Américain. Il adore la March Madness et ce format version one-shot en fin de saison. Voilà globalement ce que Marshall Glickman a annoncé ces derniers temps. Expansion, plus d'équipes, des conférences, une communication différente et tout ça en essayant d'harmoniser les différents pays les uns avec les autres. Damien, qu'est-ce que toi tu retiens un petit peu de toutes ces infos, de ce format proposé par Marshall Glickman? Ah, plein de trucs. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Star Wars. Tu peux basculer d'un côté et de l'autre de la force, c'est incroyable. Euh, c'est compliqué de trouver un point plus important que l'autre. Euh, D'un point de vue business, il a raison. Toutes les idées, qu'elles soient jouables ou pas, il y a besoin de changement, il y a besoin de vendre l'Euroleague. Euh, il y a deux trucs qui me saoulent, pour être très honnête. Euh, il en parle beaucoup avec Arlocas dans le podcast de Crossover, sur le côté highlights que nous, on déteste du basket américain. Enfin, on déteste. Disons que c'est un peu simpliste de résumer toute l'activité de ces matchs-là à quelques highlights, quelques posters. Euh, et c'est ce qu'il essayait de dire quand tu parlais de communication, d'être un peu plus intrusif, de voir un peu plus les joueurs, de les vendre un peu plus, de les montrer un peu plus. Je suis pas fan de ça. Je suis pas fan de ça parce qu'on a cette culture européenne du basket en Europe qui est à l'opposé. Et un highlight, alors après, à voir s'il est capable de l'adapter, mais mettra jamais en avant le travail d'un système, enfin, toute la mise en place d'un système, les jeux, tout jeu sans ballon qui peut se faire autour du joueur qui va réussir à driver ou avoir un tir ouvert pour un Les buzzer, par défenses, exemple. les défenses, parce Complètement. que généralement dans les highlights, on montre souvent les paniers, pas forcément les défenses. Donc ça, c'est un des points qui m'embête un petit peu. Par contre, je le rejoins sur l'idée d'en montrer un peu plus parce qu'on voit la NBA, donc on a les joueurs d'un côté et on a tout ce qui les entoure, la mode, les jeunes, si on veut intéresser un public jeune, ça passe aussi à travers la personnification, enfin, pouvoir se reconnaître dans un Baldwin là qui a perfait, qui a mis des gros scores, qui a quelques moves impressionnants, qui peut monter au dunk, qui peut mettre des tirs à 3 points, qui peut driver et tout. C'est intéressant de pouvoir en montrer un peu plus son style vestimentaire, ses hobbies, le voir aller sur le terrain de golf, je sais pas, ou sur un strip club au Maccabi, en Israël, quoique, non. En tout cas, c'est intéressant d'en montrer un peu plus, mais je trouve que l'Euroleague l'avait déjà lancé. On a de plus en plus de reportages, De très bons reportages. ouais, de très beaux reportages, de plus en plus de docus, de plus en plus d'interviews. Arlocas l'a fait avec Scariolo, il l'a fait. Il y avait qui? Il y avait Dante Exum, elle est super. En plus, Exhume, on a fait ouais. le thread sur le Twitter de The Upset. Euh, il y a de plus en plus de choses, ça se développe. Mais ça mériterait peut-être pour permettre aux jeunes de pouvoir s'identifier à travers certains joueurs. Ça, c'est le pour et le contre un petit peu sur la partie communication. Ce qui est drôle, alors je sais pas du tout si tu l'as fait exprès, Chaîne. mais quand tu as cité un joueur auquel on pourrait s'identifier, tu as cité un Américain en Euroleague. Bah, Non, mais c'est fou, mais c'est à quel point on est marqué aussi par cette culture américaine en France. Mais bizarrement, si on doit s'identifier dans cette Coupe d'Europe, est-ce qu'on a envie de s'identifier
à un Baldwin. Je veux dire, les gamins Je l'ai- de Lituanie. Alors, tu l'as peut-être pas fait exprès, mais tu vois, je sais naturellement, parce que c'est j'ai un bossé sur le Américain poster. qui. Oui, voilà, Non, non, aussi. parce après, si on en discute, j'aurais été plus facilement vers un Sigma, vers un Guerchon, nos Français de la compétition. Sigma, il est J'aurais pu ricain. prendre. Ouais, mais c'est un faux ricain, lui. C'est un ricain allemand. C'est ça. Non, mais c'est parce qu'il a pas un jeu à l'américaine. Il est tellement fort sur tous les domaines que non. Mais c'est vrai qu'il est américain en plus. Je fais Eh n'importe oui. quoi. Non, toujours est-il que c'est parce que j'ai bossé sur le poster que je l'ai en tête, Baldwin, et qu'il a fait un gros score et ce qui est pour moi un des points qui va attirer dans un premier temps les jeunes pour qu'on arrive à récupérer un petit peu de ceux qui aiment la NBA et les stats et les highlights et tout. Baldwin, peu importe, il joue en Europe, ça peut être une accroche. Et de toute façon, s'il veut faire un match à New York, c'est pour aussi attirer. Il n'arrivera pas à attirer les Américains, ou en tout cas ce marché américain, directement vers nos Européens. Ça marchera pas vraiment. Il faut qu'il aille sur du Mike James, il faut qu'il aille sur du Baldwin, il faut qu'il aille sur du Clyburn, etc., pour pouvoir les relier à l'Euroleague, en fait. Une histoire de format au-delà de la communication. Cette histoire de conférence, toi, ça te parle? Passer à 24. On sait qu'ils sont en train Enfin, je sais même pas s'ils expérimentent, mais ils font ça avec l'Eurocup. L'Eurocup a pris un sale coup avec leur histoire de deux poules de 10. Il y a Mhm. 8 qualifiés à la fin de la phase aller. Euh, je sais que donc là, eux, ils proposent deux poules, deux conférences, 12-12. Euh, je sais que Lucas était fan de poule de 4, peut-être à l'ancienne. Pour toi, quel format serait le plus intéressant? Si tant est qu'il y a un format intéressant. Et si tant est que ce format-là soit possible, je suis, moi, plus ou moins partant pour cette idée d'avoir deux conférences avec une majorité sur deux matchs joués sur les équipes de la même conférence et puis une répartition un peu différente sur l'autre conférence. Après, il y a un énorme problème de calendrier, ça c'est sûr et certain. Euh, de toute façon, ils pourraient pas augmenter le nombre de matchs, ils vont pas pouvoir s'aligner avec tout le monde, tous les championnats, toutes les fédérations et autres. Mais j'aime assez l'idée de manière à garder, à pas avoir tout à changer et de pouvoir quand même malgré tout aboutir vers le Final Four. Et je suis pas mécontent qu'il soit fan de ce format-là. Il Euh, veut pas y toucher. Ça c'est une certitude. Pour l'instant, il ne veut pas y toucher. je suis pas contre l'idée. Il faut de toute façon que ça évolue. Après avoir en termes de logistique, en termes d'enchaînement de matchs, est-ce que dans ce cas-là, ils sont capables de faire des doubles semaines de compétition parce que le calendrier on ne pourra pas retirer ces exceptions-là. Je sais pas si toi, tu as un format en particulier, mais ouais, je suis assez fan de celui-là. Le format de conférence, à partir du moment où on m'évite la version Eurocup, ça me va parfaitement. L'idée de faire comme en NBA pour le coup, c'est-à-dire un petit peu des gens de notre conférence, quelques-unes de l'autre, pour éviter de surcharger les calendriers, ça me plaît pas mal aussi. Je pense que si on repassait sur des formats avec des poules de 4, il faudrait encore plus d'équipes, donc Mm. mobiliser encore plus de monde. Ça sera peut-être une alternative dans longtemps. Non, moi, une petite conférence, deux conférences, ça me va. Si on fait conférence Est, conférence Ouest, bon courage pour les clubs français, hein, parce que quand il va falloir startiner Real, Barça, Valence, Baskonia, 2, 3, 4 fois dans la saison, ça va être relou. Mais Ouais, après, tu peux peut-être imaginer un découpage. Je vois, c'est le foot US, ils ont une ligue européenne et le découpage se fait en trois conférences. Et du coup, tu as une nord-ouest, nord-est et un peu sud-centre, quoi, par à rapport à la voir. répartition des clubs. Ça peut être aménagé nord-sud ou pour peut-être différencier certains clubs. On peut faire une ligne un peu absurde
juste pour équilibrer un peu les équipes, la répartition des équipes. Ils trouveront bien un schéma adapté, hein, de toute façon. Ouais. Euh, Mais ça renvoie au problème principal pour moi, et c'est là où il a raison d'insister et de remettre un peu à tout à plat, c'est les discussions entre la NBA, l'Euroleague et la FIBA, quoi. C'est là, alors, c'est le plus gros chantier au final. il déclare que normalement, l'Euroleague va avoir des discussions sérieuses là au mois de mars avec la FIBA. Chacun travaille de son côté pour proposer quelque chose lors de cette réunion, histoire de trouver un terrain d'entente parce que il reconnaît volontiers que les équipes nationales ont besoin des meilleurs joueurs, sauf que Mm. pour l'instant c'est pas possible parce que eux ont aussi un produit à défendre qui est l'Euroleague du coup. Mais ils veulent absolument trouver un terrain d'entente parce que pour lui c'est impensable de voir ces équipes nationales jouer sans les meilleurs joueurs. Donc il y a une discussion qui se prépare au mois de mars, on va suivre ça avec attention pour essayer de voir si on va enfin avancer sur ces discussions, sur cette guerre qui fait du mal quelque part au basket européen, dominé largement par la NBA, mais qui derrière a du mal parce que on se marche dessus avec 800 compétitions qui sont, désolé, mais pour les plus petites, de plus en plus ridicules et finalement, voilà, on perd un peu de la valeur dans notre basket. Euh, il a sorti une phrase aussi, je sais pas toi comment tu l'interprètes, si tu l'accueilles bien ou mal. Il parle de vouloir faire de l'Euroleague une ligue de joueurs. C'est un terme un peu moche qui, quand on pense à la NBA, peut parfois faire crisper quelques personnes. Ils veulent le transposer version Europe. Qu'est-ce que tu en penses de cette Euroleague ligue de joueurs, comme Marshall Glickman l'a dit? Est-ce que c'est ligue de joueurs dans l'idée de chercher à prendre soin des joueurs à travers tous les aménagements possibles, le nombre de matchs, le nombre de compétitions, etc. Euh, ouais, je sais pas, parce que la NBA en est une, mais le niveau a jamais été aussi fort en NBA. Alors, ça fonctionne pas pareil comparativement en Europe. Il y a eu suffisamment de débats là-dessus. Euh, Malgré tout, au niveau vitesse, athlétisme, euh, tout, tout évolue positivement en NBA, globalement, par rapport à ce que eux veulent en faire. Maintenant, si c'est pour se retrouver avec des joueurs qui sont en load management, parce qu'au final, tu prends les clubs français comme Monaco, ils les ont les 82 matchs dans la saison. Entre le championnat, les coupes, l'Euroleague, ils ont le même volume quasiment que les Américains. Et pourtant, globalement, sur les matchs Euroleague, tu as très très peu de repos, hormis vraiment pour les Nando qui à 34 ans ne peut pas enchaîner de la même façon. Globalement, les joueurs sont présents. Si c'est pour se retrouver avec des effectifs réduits à cause de ça, pour protéger les joueurs, je sais pas. Je sais pas si je suis prêt à vivre la même chose qu'en NBA. Je te rejoins sur cette idée où ça pourrait biaiser un peu certains matchs et certains enchaînements, surtout que ce serait mentir à ton propre produit parce qu'ils vendent le Every Games Matter. Et finalement, il serait sur Exactement. alors tous les matchs comptent, mais va falloir que je protège Misic parce que Et que je il va rentabilise. falloir. Tu vois, donc je suis d'accord. Euh, Après, j'ai pas vu exactement ce qu'il entendait par ligue de joueurs. J'ai pas envie que ça devienne la foire à la saucisse. Alors je pense pas que ça devienne une ligue où chacun va essayer de se montrer, faire du 1 contre 1, parce qu'il y a quand même des fondations et les coachs sont derrière pour tenir, mais j'ai pas envie qu'on en arrive là. Je pense pas que ce soit ça. Donc là, pour le coup, je peux pas trop me prononcer. J'ai juste hâte de voir ce qu'il entend vraiment et ce qu'il va mettre en place pour insinuer tout ça. Quand j'ai lu la news sur cette phrase, j'ai repensé à Moté Younas, ce qu'il disait dans le podcast d'Urbonas par rapport au CAF Facundo Campazzo, de Mm. protéger les joueurs. Au contraire, de, Ouais. de faire en sorte que tout soit sur un même pied d'égalité, qu'on fasse pas d'exception, que les mecs soient payés en temps, en heure, et qu'on les protège tous, que ce soit physiquement ou Oui, voilà. contractuellement. Pour moi, si c'est ça, faire de l'Euroleague une ligue de joueurs, ok, ça me va. Pour le coup, ouais.
Parce que ça veut dire que même si c'est impossible, dans l'idée de faire un fair play financier, etc., on va tendre vers des règles qui seront les mêmes pour tout le monde et qui va pas biaiser certains transferts, comme pour Zvezda qui s'est permis d'avoir donc Campazzo et, euh, et Vildoza en très peu de temps. Et puis finalement, on se rend compte que les mecs, bah, ils ont payé avec du vent. Donc voilà. Si c'est ça, faire une ligue de joueurs, ok. Si c'est nous amener que du spectacle et dire au coach, bon, ouais, vous emmerdez pas à faire des systèmes, hein, vous prenez les meilleurs joueurs de 1 contre 1 et puis vous écartez les autres et ça joue. Bah là, non. Donc à voir ce que ça va donner. Dernière petite question, Damien, sur ce sujet. Euh, C'était l'idée de comment? Du retour du All-Star Game. Euh, Certains sont pour, certains sont contre. Nous, forcément, dans notre idéal, on est pour, puisqu'on risque de vous proposer un épisode spécial. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Voilà, rapidement, est-ce que c'est une bonne idée si on tend vers un All-Star Game version Euroleague? Je vois comment nous, on apprécie certains joueurs, nos chouchous dans chaque équipe quasiment. On a envie de les voir tous ensemble sur un match. Là où est le vrai problème, c'est ce qu'on retrouve aussi en NBA, c'est quel format donner à tout ça de manière à garder l'intérêt sportif et de Voilà, c'est manière à ce ça. que ces gars-là jouent. Parce que déjà, je me rappelle du match Monaco-Anadolu, quand les deux compères se renvoient des banderilles, Clyburn et James, t'as tellement envie de voir ça sur un match en entier où les stars, les unes après les autres, vont pouvoir s'affronter, en fait. Et dans ce sens-là, oui. Alors après, tout n'est pas bon à prendre dans tout ça. Mais t'as quelques marsupilami pour un concours de dunk. Ça ferait forcément des highlights qui permettraient à la compétition en elle-même de ressortir grandi, d'être visible un peu partout, dans tous les différents marchés, parce que ça, tout le monde est preneur en Chine, en Inde, aux États-Unis. Euh, les concours à 3 points, on a quelques feux follets, ça peut être rigolo aussi. Mais ouais, toujours le même problème que l'Euroleague. Alors, pas de trucs débiles avec des shows bizarres, les courses de bébés. Hum. Mais ouais, clairement, si s'il y a possibilité de trouver un match avec un vrai intérêt, alors je sais pas, est-ce que ça pourrait se euh, rapporter des points ou je sais pas, ou un avantage quelconque pour motiver les joueurs, une prime, je sais pas, ça en motiverait sûrement certains. Pourquoi pas? J'avais d'autres idées qu'on se mettra sûrement sur l'émission et spéciale All-Star Game. Mais en tout cas, je suis preneur. Dans l'idée, je suis preneur. Ok, on a fait le tour sur cette discussion du format. J'espère on a rien oublié. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on reste à l'affût de la moindre info. De toute façon, on voit beaucoup Marshall Glickman en ce moment, un peu moins Dejan Bodiroga. Pour le coup, je pense on peut mettre fin au débat. Je relisais mes notes. La délocalisation d'une équipe vers Dubaï, de toute façon, c'est non. C'est un grand nom pour notre part. Il n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter. Même, même en les mettant sur une conférence à l'Est, ça devient compliqué. Alors du coup, Sur un match, je reprends juste la déclaration de Glickman qui disait: Nous avons déjà une équipe au Moyen-Orient avec l'équipe de Tel Aviv, donc ce ne serait pas si fou qu'une équipe à 2 heures de là fasse partie de notre ligue. Lui, c'est comme ça qu'il expliquerait une potentielle ouverture ah, mais vers Dubaï. il y a combien d'heures pour aller jusqu'à Tel Aviv déjà? Pour Real ou Ben, c'est Bayern ça. C'est ça le truc. Ah là là. Donc ouais, c'est un grand nom pour nous. Voilà. On a Sacré définitivement Marshall. fait le tour. Marshall Glickman n'a pas fini de nous faire parler. Je pense qu'on pourra en rediscuter avec les copains de la team et faire un point assez régulièrement sur Ouais. la chose. Et puis ceux Euh, qui nous suivent là sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous voyez Marshall plutôt côté Palpatine, plutôt côté Obi-Wan Kenobi? De quel côté de la force il est pour l'Euroleague? Est-ce qu'il va faire évoluer dans le bon sens la compétition? Exactement. Damien, avant de se quitter, un petit jeu en ping-pong comme ça pour la 21e journée. Je te donne les affiches, tu me donnes le vainqueur rapidement, comme ça Allez, on termine l'émission là-dessus. Ça commencera par un gros Real Barcelone.
Qu'est-ce que tu Le vois comme Classico, vainqueur? Madrid. Très bien. À contre-cœur, je vais Tu vas dire dire rapide. Barcelone. Je vais dire Barcelone parce que je sais très bien que le Real, à chaque fois qu'il y a un derby, ils ont beaucoup, beaucoup de mal en saison régulière. Donc, j'ai peur que ça finisse comme ça. Alba Berlin, Valence. À l'Alba, je suis obligé. Je suis Berlin aussi, obligé. même si. Valence qui est un peu. Oui, dis-moi. Ouais, puis en plus, là, Valence. Ah non, Valence est sur une victoire contre le Partizan. Ouais, une belle victoire convaincante. Euh, euh, Moi, je dis Berlin avec le cœur, mais je sais que Valence est capable de le prendre. mais pareil, c'est de piéger des fois la compète. Je reste sur Berlin. Sur Berlin. Allez. Monaco-Milan. Monaco, pour moi, c'est Ouais, simple, Monaco rapide. avec Avec Chima Monégal. Monéké qui revient. Panathinaikos Žalgiris Kaunas. Oui, je pose la Le question. Oui, je Žalgiris, pose la question. le Žalgiris qui va continuer d'enfoncer le Pana dans dans le fin fond du classement. L'Asvel qui reçoit le Fenerbahçe. Fenerbahçe pour ma part, même si ils vont nous faire mentir. Même si la Svel a retrouvé un patron. Ouais, Pardon. ça aussi, il faudra qu'on en Euh, parle bientôt. Allez, la Svel, tiens, avec un énorme match de Nando. Ok, très bien. Vendredi, ça va commencer par un énorme derby. Étoile rouge partisan. Oh, pétard. La revanche. La revanche. Le partisan pour moi. Allez, on espère. Vitoria Nadolu. Bon, Victoria. Ok. Moi, je vais partir sur l'Anadolu quand même. Ils vont peut-être devoir se réveiller un petit peu. Olympiakos Maccabi Tel Aviv. Ça, c'est le match en carton de notre ami Wade Baldwin, Bon, ouais, l'Olympiakos. ça sera Olympiakos sans vraiment réfléchir. Sans Brown. Et Ouais. en fait, en fait, au final, le dernier match, Bayern Munich, Virtus Bologne. Hmm. Ah là 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 là. Moi, je vais me laisser Ah, le embarquer par la Bayern. Virtus. Ah, moi, je vais me laisser embarquer par la Virtus. Ils sont en train de me convaincre, hein, finalement, à force de les revoir jouer. Je me dis qu'il y a un petit truc. Milos, il fait du propre en ce moment. Euh, je pars sur la Ouais. Virtus. Ouais, les Allemands du Bayern. Ok, Je suis très pas bien. sûr que ça fera le taf, mais allons-y. On a fait le tour de cette actualité, de cette 20e journée et donc de cette discussion autour du format de l'Euroleague. Damien, on va devoir repartir à nos occupations, le visionnage de toutes les compétitions, les visuels, tout ce qu'on vous propose sur Exact. nos réseaux sociaux. Suivez-nous, Twitter, YouTube, Instagram. Twitter, on est à Moins de 35, 40. 40, moins de 40 des 1000. On avait visé les 1000 en début de saison pour le Final Four. Regardez, on est même pas à on est à la moitié de saison. On a Et c'est presque possible qu'on rempli ait deux, le. trois dingueries arrivées à ce cap-là. Exactement. On est en train de travailler sur tout ça. Donc, suivez-nous, partagez à vos potes, aux alentours. Voilà, si les gens aiment le basket, venez avec nous, embarquer dans l'aventure, c'est chouette. Et surtout, là, le plus intéressant, et c'est en train de beaucoup le faire en ce moment, interagissez avec nous, que ce soit sur les commentaires YouTube, sur Ça fait Twitter. tellement plaisir. Discutez avec nous, on est ravis de ça, faites nos retours, on aime beaucoup ça, donc continuez et surtout suivez-nous. Insta, on partage les visuels. YouTube, ben, depuis qu'on fait un petit peu de la pub pour vous abonner, ben, ça augmente petit à petit. Donc continuez. Voilà, foncez et restez avec nous. Damien, on va se caler ces matchs formidables. Il y a 2 derbies en plus dans la journée. Donc on se retrouvera la prochaine fois avec probablement tous les copains. Allez, passe une bonne soirée, mon dame. Ciao, bonne Ciao, soirée. ciao.